Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la thématique de comment recruter sans exploser son budget. On est ensemble pour une demi-heure. Je suis accompagnée de Marguerite et Charles. Bienvenue à tous les deux. Je me présente rapidement. Donc Aurélie, je suis directrice chez Avisio, recruteur in résidence. Avisio, c'est un groupe de services RH qui propose donc différentes options pour vous accompagner sur toutes les thématiques people. Et donc, entre autres, les recruteurs en mission. Donc, je dirige l'équipe de recruteurs en mission qui vous accompagne temporairement pour vous aider sur la partie recrutement. Je vous laisse vous présenter Marguerite et Charles avant d'introduire un peu le sujet. Et ben, Marguerite, à toi l'honneur. Je pense que tu n'as pas ton micro, Marguerite. Merci Aurélie pour l'introduction. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger sur ce sujet passionnant qui est le recrutement et en particulier sur ce qui est externalisation. Pour parler un peu de moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en cabinet de recrutement où je suis restée pendant 8 ans. J'ai recruté différents métiers, une multiplicité de profils. J'ai travaillé pour plein de clients différents. J'ai ensuite rejoint L'Oréal où j'ai participé à la politique de gestion des talents en France. Et puis ensuite, j'ai intégré l'équipe vietnamienne sur la filiale à Ho Chi Minh et à Hanoï, où là, j'étais plus sur des problématiques liées à la marque employeur. En rentrant en France, je me suis mise à mon compte en tant que recruteur indépendant. Et aujourd'hui, je travaille à la fois sur des missions de chasse, mais en même temps des missions de RPO. Alors le RPO, qu'est-ce que c'est? Pour compléter ce que disait Aurélie tout à l'heure, c'est vraiment un consultant indépendant, un consultant externe, spécialisé en recrutement, qui va venir intégrer une entreprise sur un moment, enfin, pour une mission T, et va venir intégrer une entreprise en travaillant avec les outils de l'entreprise et les épauler sur des sujets de recrutement plus ou moins variés pour essayer de faire démarrer le business. Donc voilà un petit peu qui je suis. Je te laisse la parole, Charles. Merci Marguerite, merci Aurélie, merci pour l'invite. Très content d'être ici avec vous et tout le monde. Donc moi c'est Charles, 9 ans chez Danone à la base, donc je suis un bébé Danone. J'ai travaillé dans l'opérationnel du côté commercial et opération avant de passer en RH il y a à peu près 7 ans maintenant, où j'ai fait du RH et de l'ARH pardon et de gestion des talents et recrutement chez Danone avant de passer dans le monde de la start-up il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. Ma dernière expérience en start-up est avec une fintech qui s'appelle Scalapay. On est passé de 90 à 250 personnes en un petit peu plus d'un an sur l'Europe. Donc voilà, mon expérience à moi et en tant que DRH aujourd'hui. Maintenant, même si je sonne français, je ne suis pas français, je suis anglais. Donc excusez-moi d'avance tout le monde pour les bizarreries dans mon français et l'anglicisme. Voilà, mais très content d'être là pour parler recrutement avec vous. Génial. Merci à tous les deux pour l'intro. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par une expérience qui vous est arrivée pour introduire un peu le sujet de manière très imagée. Que vous puissiez nous raconter chacun une expérience qui vous est arrivée fortuite en recrutement dans vos 10 ans, 10-15 ans d'expérience chacun. Est-ce que vous avez déjà eu des recrutements ratés ou trop longs, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez nous faire part de ces histoires qui pourraient introduire le sujet de manière très imagée? Yes, ouais, je peux commencer Aurélie. Sur le raté, je sais pas si c'est un raté, c'est une leçon apprise, on va dire, mais sur Scalapay, ma dernière expérience, en fait, on devait recruter à peu près 100 personnes sur un peu plus de 6 mois, et donc ce recrutement de 100 personnes, c'était un centre tech à Milan, et avec une nouvelle équipe commerciale en Espagne, une nouvelle équipe commerciale en France, donc à peu près 100 personnes en tout, et je suis arrivé et j'ai essayé de faire ça tout seul, en attendant de recruter
des talent acquisition managers ou des recruteurs. En fait, pour m'accompagner, je devais en recruter 3, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que j'ai commencé à recruter tout ce beau monde tout seul, au lieu d'aller chercher de l'aide. Donc il y avait des cabinets qui m'accompagnaient, il y avait quelques cabinets ici et là pour des jobs seniors, mais j'ai pas externalisé avec un RPO, Recruitment Process Outsourcing. Et donc c'est vrai que j'ai fait un petit loupé là parce que j'ai perdu à peu près, j'ai perdu 2 à 3 mois en fait dans le timing en attendant d'avoir recruté ces recruteurs internes. Et donc c'est vrai que l'équipe commerciale en Espagne et en France a souffert de ce temps perdu. Maintenant, j'ai appris vite de mes erreurs et j'ai pris un RPO qui est venu m'accompagner en fait. En attendant, j'avais signé 2 TAM qui étaient très prêtes à rejoindre l'équipe. Mais c'est vrai qu'un RPO est venu et m'a pratiquement aidé à monter l'équipe espagnole et française. Donc ça m'a énormément aidé. Donc ouais, mon raté, c'est juste une histoire de temps perdu. Et 2 mois, 3 mois en start-up commercialement, c'est énorme. Voilà, ça c'est mon histoire, Ça, c'est sûr à que moi. Marguerite, pardon, c'est vas-y. assez énorme. J'interviens 2 minutes juste pour dire à tous les participants que si vous voulez poser des questions ou si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire évidemment, soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat, et on y répondra au fur et à mesure si on les voit, sinon à la fin, sans problème. Marguerite, je te laisse la parole. Oui, des dysfonctionnements dans les recrutements. C'est vrai que on a toujours, ça arrive et on a plusieurs exemples. Je pense entre autres à une situation qui m'est arrivée là il y a très peu de temps. Je devais recruter un RRH pour une entreprise. Assez rapidement, on avait shortlisté des candidats et le client est tombé amoureux d'une candidate finaliste. Et en fait, le recrutement a malheureusement traîné parce que, en termes de process, le dernier entretien, c'était de la faire rencontrer le directeur général. Le directeur général était beaucoup en voyage et donc difficilement disponible. Et on a mis 6 mois à trouver une date et à fixer une date pour que la candidate puisse rencontrer le directeur général. Alors, pendant ces 6 mois, on a essayé de l'alimenter, de la faire rencontrer d'autres personnes, mais en fait, elle avait clairement l'impression qu'on la faisait un peu tourner en rond. Et donc, entre août et janvier, il s'est entre guillemets un peu rien passé. Et quand finalement on a réussi à trouver une date pour qu'elle rencontre ce directeur général, et elle est arrivée en disant bah voilà, moi j'étais pas à l'écoute j'ai trouvé finalement je me suis en process avec une autre entreprise qui vient de me faire une proposition et j'ai accepté. Donc ça a été une grosse déception pour le client qui voulait absolument, qui était tombé entre guillemets amoureux de cette candidate, mais en même temps une belle leçon. Faut pas oublier que nous, les recruteurs, on est là pour épauler, pour aider, mais il faut que les managers ils soient investis dans leur mission pour pouvoir travailler avec le recruteur en tandem. Et à la fin, c'est le manager qui recrute pour son équipe, donc ça, faut pas oublier. Donc voilà, mais comme dit Charles, une belle leçon apprise sur ces expériences, sur ces dysfonctionnements de recrutement. Ouais, non, c'est sûr. Et pour le coup, là, cette timeline de 6 mois, je pense qu'elle fait bondir énormément de monde. Parce que 6 mois, déjà dans la vie hors start-up, c'est très, très long. Donc, dans le monde des startups d'aujourd'hui, je pense que c'est impensable de faire attendre un candidat 6 mois, quoi. Déjà 6 semaines, c'est très long. Donc, 6 mois, c'est du jamais vu, je pense. Ok, merci à tous les deux. Du coup, je rebondis un peu sur ce que vous disiez là. Comment est-ce que les entreprises dans lesquelles vous avez pu travailler ou exercer ou que vous connaissez, quelles sont les options d'aide au recrutement qu'elles ont? C'est quoi les options aujourd'hui sur le marché? Moi, je pense naturellement à la plus classique qui est travailler avec un cabinet externe. Donc, c'est l'outil le plus classique et le plus historique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Ouais, absolument. Je peux, Marguerite, rejoins-moi là-dessus aussi. Mais donc, ouais, je suis arrivé dans toutes les boîtes où j'ai commencé, principalement, 70 à 80% du recrutement a été fait à travers des cabinets. Donc, outils classiques. On a des très bons partenaires j'ai travaillé avec beaucoup de cabinets maintenant dans mon humble carrière avec des gens top. Et c'est vrai que j'ai souvent fait appel à des cabinets pour des jobs spécialisés ou des jobs seniors. C'est vrai que là derrière, moi, ce que j'attends d'un cabinet, c'est vraiment le réseau. C'est ça l'avantage d'une agence de recrutement qui connaît bien soit une spécialisation, soit une fonction, soit un groupe de personnes seniors en fait et peut aller rapidement livrer un chasse à un besoin spécifique sur quelque chose d'assez senior en tout cas. Et Marguerite, je crois que tu as travaillé avec des cabinets aussi. Ouais, je te rejoins, Charles, sur ce que tu dis. Et puis après 8 ans en Executive Search Company, je sais un petit peu. Le cabinet est un gros avantage. C'est en effet un outil super intéressant pour les entreprises sur des besoins spécifiques ou très seniors. Les normes atouts du cabinet, c'est qu'ils ont les outils, une méthodo et puis un pipeline qui est vraiment présent et qui est très riche. Donc, il faut surtout pas hésiter à s'appuyer pour des besoins spécifiques sur les cabinets qui ont cette expertise-là. Ça, c'est vrai. Donc là, si je vous écoute, on a plutôt l'impression que vous feriez appel au cabinet pour des recrutements spécifiques. Est-ce qu'un cabinet généraliste, comme il y en a quand même beaucoup, moi-même j'en viens, est-ce que ça pour vous, c'est une option qui est intéressante ? Ouais, je peux absolument Aurélie. Je pense que ce qui est super important, c'est d'être clair sur. On parle de besoins spécifiques. C'est quoi l'inverse? Un besoin généraliste peut-être. Je sais pas, mais quand moi je parle de spécifique, en tout cas, c'est ok. On a un job dans un domaine. Auquel on n'est pas bon, on connaît personne, on connaît pas bien le job. Faire appel à un cabinet pour aller chercher dans ce monde-là, c'est assez intéressant. Deuxièmement, sur des jobs qui sont très seniors, j'ai par exemple aujourd'hui principalement pour le recrutement de C-level, on fait soit appel à des cabinets qui connaissent bien ces Chief Growth Officer, CTO, CFO, etc., ou on fait du referral avec le réseau des employés en interne. Mais c'est vrai que les cabinets sont bons pour ça, je pense. Il faut être très clair sur le job qu'on cherche. Les cabinets sont pas bons si on dit simplement vas-y, va chercher quelque chose, mais je sais pas exactement ce que je veux. Non, ça faut surtout pas faire ça quand on utilise des agences. Voilà. Marguerite. Qu'est-ce que tu en penses, Marguerite? Les cabinets ne sont pas bons si on ne leur donne pas les bonnes infos? Non mais bon après c'est le même problème pour un peu tout. Oui moi je rejoins pas mal la vision de Charles, c'est-à-dire que oui les cabinets sont vraiment un atout pour des besoins spécifiques. Il faut que l'entreprise sache exactement où elle va, quelle est sa demande pour pouvoir orienter la recherche dans le bon sens. En plus du cabinet, les entreprises, elles ont aussi d'autres possibilités. Il y a d'autres outils de recrutement qui existent aujourd'hui, qui se sont diversifiés. Et donc, tout dépend en fait des besoins au moment T. Ouais, j'allais rebondir là-dessus justement. Donc, on a parlé en effet du cabinet. Je confirme, hein, pour avoir été de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Moi, j'ai travaillé 7 ans dans un grand cabinet international, Michael Page. Et en effet, plutôt généraliste. Mais c'est sûr que chaque recruteur a quand même ses spécificités, malgré le fait qu'il soit en cab généraliste ou spécialiste. Je trouve que c'est aussi... pour ajouter un élément à ce que vous disiez, une histoire d'intuitu du personnel et de consultants avec qui on travaille, et donc de relations professionnelles d'homme à homme, quoi, vachement. Mais donc, pour compléter ça, il y a d'autres alternatives, d'autres options d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est quoi leur avantage? Moi, je pense naturellement à évidemment l'option d'externalisation, donc de RPO, mais aussi d'engager un recruteur, un TAM interne en CDI. Voilà. C'est quoi l'avantage de l'un et de l'autre? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Marguerite, tu veux commencer sur
Alors moi, je Si peux, tu veux, et je peux compléter, hein. alors moi, je peux commencer à vous parler en effet du métier de RPO, qui est le métier que je fais aujourd'hui. Donc comme on vous disait tout à l'heure, le RPO, c'est vraiment un consultant externalisé. En gros, c'est une sorte de outsourcing. C'est un consultant externalisé qui va venir épauler le business pour une mission coup de poing. Alors, à quel moment on va faire appel au RPO? Pour moi, il y a plusieurs situations. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est la dimension volumique. L'entreprise est dans une phase de développement et ils ont une grosse phase de recrutement. Et donc là, on peut faire appel au RPO, au consultant en recrutement, qui va venir épauler les équipes en place, les managers, pour recruter de manière hyper dynamique et efficace. Le recruteur, il faut bien avoir en tête que le recruteur, c'est un spécialiste du recrutement. Et donc, du coup, il a des outils, il a une méthode, il est capable de mettre en place des process. Il a une expertise sur lequel vraiment une entreprise va pouvoir venir s'appuyer. La deuxième situation où on peut faire appel à un RPO, c'est quand on a des recrutements urgents et qu'on doit aller très vite. Dans ces moments-là, ça fait du sens de se tourner vers un RPO qui va pouvoir dégainer rapidement pour faire avancer les choses très vite. On peut aussi, le RPO, oui, il est là pour faire du recrutement, mais il peut aussi aider à toute la mise en place de la politique gestion des talents. Donc, par exemple, si une entreprise a besoin de mettre en place une stratégie recrutement qui est inexistante, le RPO, il peut aussi être là pour venir structurer en quelque sorte l'entreprise. Et puis sinon, quand il y a un trou dans la raquette dans l'équipe RH, dans une équipe TAM, un congé maternité et qui a besoin de quelqu'un pour continuer à faire avancer le business, le RPO, il est aussi là. Donc voilà, donc plein de situations où une entreprise peut faire appel à un RPO. Alors quand je dis une entreprise, ça peut à la fois être une start-up, mais aussi les entreprises de manière plus large. Tu voulais ajouter quelque chose, Charles? Non, Marguerite, c'est exactement ça. Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est le RPO. En fait, c'est un TAM externalisé. Mais ce RPO va venir et jouer le rôle de recruteur ou de talent acquisition manager dans le monde des startups, TAM. Mais voilà, c'est la différence. Donc, c'est pas un cabinet externe qui fait simplement, voilà, on amène des profils et on fait avancer les gens dans le recrutement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui peut venir et jouer ce rôle de TAM qui est important parce qu'il y a vraiment une dimension avec les relations internes, travailler sur process, travailler sur plus. Maintenant, je suis DRH et c'est vrai que j'ai une préférence personnelle pour prendre des recruteurs internes ou des TAM. Et c'est vrai que de mon côté, j'ai toujours la chance de travailler avec des équipes de TAM jusqu'à présent. Bon, je vais le mettre sur la table. Il y a une histoire de coût, évidemment. De coût, si on veut en parler, on a sur tout ce qui est recruteur interne, évidemment, être moins cher. Pour donner une ordre d'idée, pour faire à peu près 30 à 40 recrutements par an, un TAM va coûter autour de 100K, un RPO va coûter à peu près le double et un cabinet va probablement coûter 4 fois ce chiffre. Maintenant, ça dépend de seniorité, ça dépend du nombre de recrutements, etc. Mais en tant que coût, ce qui est plus que ça, un TAM peut venir et vraiment va vraiment développer une connaissance interne, intime de la boîte. Donc les process de recrutement, comment les choses sont faites, comment construire des beaux process de recrutement qui sont en lien avec comment la boîte fonctionne, des relations intimes avec des managers, la culture, les valeurs. Et aujourd'hui, on sait que l'importance de l'expérience candidat l'importance de l'expérience candidat est prononcée aujourd'hui. Les candidats arrivent et veulent une expérience géniale de recrutement parce que il y a beaucoup de boîtes et les bons talents sont sollicités. Maintenant, en plus de ça, il y a vraiment une construction, une possibilité de construire en fait la marque employeur sur le long terme quand tu as des thèmes à l'intérieur qui travaillent sur la stratégie réseau, les relations universitaires, etc., etc. Donc il y a ça et finalement, je pense un thème interne
en plus de travailler sur tout ce qui est recrutement, on peut également travailler sur tout ce qui est pipeline, développer un pool de candidats long terme. Pour moi, par exemple, sur Scalapay, sur les derniers 2 ans, il y a à peu près 6 ou 7 candidats qui étaient sortis d'un pool qu'on avait construit. Donc, des personnes qu'on avait pris dans un process de recrutement qu'on n'avait pas pris au début et en fait qu'on allait rechercher ensuite quand il y a eu plus de jobs qui se sont développés. Mais je pense que ce qui est important, et je rejoins Marguerite, ce que tu as dit, Aurélie tout à l'heure aussi, c'est vraiment par rapport aux besoins. Et donc un TAM, pour moi, évidemment, c'est idéal, mais par rapport à l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, en fait, moi, je me suis planté parce que on a perdu 2-3 mois au début et j'aurais dû prendre un RPO pour venir accompagner en mode coup de poing, comme tu as dit si bien tout à l'heure, Marguerite, en fait, ce début et nous accompagner. Donc, c'est vrai que même si j'ai une préférence pour un recruteur interne, c'est pas in fine ce qu'il faut faire nécessairement. C'est par rapport aux besoins où on en est. Et je pense qu'il y a évidemment un équilibre à trouver entre les recruteurs internes, un RPO aux besoins et les cabinets qui peuvent apporter des choses différentes. Donc, je pense que voilà, j'ai une préférence bien sûr, mais je pense que c'est à chaque besoin, à chaque moment, trouver le bon équilibre. Ouais. Marguerite, je suis sûr Je que tu as. rebondis sur ce que tu dis, Charles. Sur la partie, un recruteur interne travaille sur la marque employeur, des projets transverses, le pipeline des candidats. Ça, Marguerite, toi, tu penses qu'il y a un RPO fait pas ça? Si, un RPO, il fait ça aussi. La différence, c'est que le TAM, il s'inscrit dans la durée. Donc, c'est-à-dire qu'il va construire en effet des projets structurants. Le RPO, il est plus là. En fait, si tu veux, le RPO, il se positionne en business partner. C'est ça, pour moi, la grosse différence entre les deux profils. Et du coup, toi, Charles, tes leviers de choix et de décision, donc en tant que DRH aujourd'hui, c'est quoi en fait les leviers principaux? Qui vont me faire décider si on va sur du RPO, du CAB ou ouais, je pense que avec un petit peu de recul maintenant, c'est vraiment une histoire de c'est quoi le plan de recrutement en fait sur le moyen à long terme et on est dans une situation compliquée aujourd'hui dans l'écosystème startup. On ne sait pas nécessairement à quoi va ressembler les prochains 6 mois, donc 12 mois, 18 mois, 24 mois, c'est compliqué. Je pense que je suis pas le seul DRH, je suis pas le seul. Je sais que mon CEO pense la même chose. Comment est-ce que on prévoit de créer une équipe recrutement pour recruter si on n'est pas sûr qui on va les recruter et combien on va les recruter dans le futur? Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais une préférence à pas nécessairement développer l'équipe recrutement interne et faire appel, si besoin, à des RPO. En fait, donc c'est vraiment ça. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question, Aurélie, mais en tout cas, c'est comment je le vois aujourd'hui. Ouais, donc c'est surtout le contexte. Le budget, pour toi, c'est pas un élément qui va rentrer, qui va être déterminant? Je pense que même si le RPO et même les cabinets sont plus chers, l'incertitude fait que peut-être que cette incertitude peut te permettre de débloquer plus de budget sur ça. Mais ouais, OK. toujours Et donc aujourd'hui. si on rebondit sur cet investissement justement de prendre un RPO, parce que c'est sûr que c'est un investissement, alors plutôt à court terme, mais pour beaucoup d'entreprises, ça reste un investissement, c'est un service qui est cher. Comment est-ce qu'on optimise la rentabilité d'un recruteur? Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette mission soit un succès et que ce soit hyper rentable? Marguerite, tu as des tips à nous partager? Ouais, c'est une super bonne question parce que bien intégrer un consultant externe, il faut quand même avoir des clés. D'abord, un RPO, il faut avoir en tête que il est sur une mission. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un début et il y a une fin. Alors après, évidemment, la mission peut être renouvelée. Mais donc, il faut que le RPO il soit opérationnel très rapidement. Donc, du côté de l'entreprise, il faut que l'entreprise, elle mette des actions en place pour aider le RPO à être ultra opérationnel et à commencer très vite. Tu voulais rebondir?
Non, je suis d'accord avec toi, j'acquiesce. J'acquiesce. Ouais, c'est hyper important. Pour moi, si tu veux, la clé de la réussite pour un bon onboarding, c'est vraiment que le RPO soit en lien direct avec les managers qui recrutent. Le RPO, s'il est uniquement en contact avec les RH, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment que le RPO soit intégré au terrain, aux questions terrain des managers pour comprendre leurs besoins et donc du coup avoir une vision globale et en même temps une vision ultra précise des attentes des managers. Donc vraiment pour moi, être en lien direct avec les managers, ça c'est clé. Euh, et puis il faut une communication transparente, si tu veux. Il faut que c'est uniquement avec une communication transparente que le recruteur comprendra et réussira à adapter les candidats qu'il présente. Le manager et les RH doivent être capables d'analyser leur ressenti suite à une rencontre avec tel ou tel talent pour ensuite que le RPO puisse s'adapter, comprendre les valeurs, comprendre tout ce qu'il y a derrière. Ça permettra vraiment au RPO d'être beaucoup plus efficace. Yes, non, non, mais en effet, c'est pas une baguette magique, le RPO. Ça vient pas solutionner tous les problèmes d'un coup. Charles, si tu as peut-être quelque chose à rajouter, ou en tout cas sur comment bien préparer, toi en tant que DRH, l'arrivée d'un RPO, ce qui est souvent très short notice parce que ça se fait vite. Ouais. Tu as des petits Bon. conseils à nous donner? Mais en fait, ouais, les tips pratiques sur celui-ci, c'est traiter ce RPO comme un nouveau TAM qui rejoint l'équipe. En fait, j'ai fait l'erreur de traiter un RPO dans le passé comme quelqu'un d'externe qui arrive et qui va se débrouiller. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment prendre le temps d'onboarding, faire une semaine, voire plus d'onboarding. Vraiment mettre, comme Marguerite a dit, ce TAM en lien avec les managers directs. Cette personne doit jouer le rôle de TAM et vraiment comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur et qui sont les managers, parce que c'est les managers qui recrutent. Nous, on aide les managers à recruter, mais c'est les managers qui recrutent. Donc, comment les aider à recruter, c'est important. Ouais. Top. Top, on arrive à la fin. J'ai juste un autre truc à rajouter qui est peut-être aussi intéressant. Le RPO, il va être très bon s'il se sent véritablement appartenir à l'entreprise. Donc, ça vient compléter ce que Charles disait, mais avec une adresse mail, c'est tout bête, hein, mais avec une adresse mail, une participation au meeting interne, déjà, rien que ça, le RPO, il est intégré à l'entreprise et il se sent lui-même salarié. Et donc, du coup, il va aller voir les candidats d'une manière différente. Moi, je suis ultra opérationnelle quand vraiment j'ai compris les valeurs de l'entreprise, les besoins, la structure, et tout ça, c'est en participation, en participant au meeting, en parlant avec les uns et les autres. Il y a vraiment ce besoin d'appartenir à l'entreprise pour pour performer. Ouais, et c'est aussi pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, que nous, on fait double onboarding avec mon équipe. Chaque recruteur qui intègre une nouvelle mission fait son onboarding en physique, même si on est très orienté remote. Toute mon équipe est en remote. L'onboarding se fait obligatoirement chez le client, dans ses bureaux, et ça, je pense que c'est hyper important, vous ne me contredirez pas. Dernière petite question avant de conclure. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai un peu une question bonus à vous poser. Est-ce que vous pensez que les trois formats peuvent avoir lieu en même temps? Donc, les trois formats dont on a parlé, le cabinet, le RPO et le TAM, peuvent être juxtaposés, en tout cas, dans une équipe recrutement et travailler ensemble. Ouais, Aurélie, c'est même pas une question de si ça peut, c'est oui, absolument. De mon côté, je l'ai fait et ça marche très 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 bien. Ça aide à monter et à descendre par rapport au volume et les attentes. Un cabinet, encore une fois, va aller chercher du senior ou quelque chose de très spécifique. RPO va venir répondre à un besoin volumique ou un besoin ou un gap dans l'équipe interne. Et ensuite, on a l'équipe interne qui est là et qui construit sur le moyen long terme. Donc oui, moi je pense qu'absolument ça peut marcher. Et d'ailleurs, ce qui est super important,
c'est que le RPO et les cabinets peuvent aider à construire les process, à construire vraiment une expérience candidat et une expérience recrutement et un process de recrutement qui est top. Donc, les trois se complètent énormément. Le RPO que j'ai pris de mon dernière expérience m'a énormément appris sur le sourcing. Donc, je suis very grateful à lui. Donc oui, voilà, c'est mon avis là-dessus. Je suis sûr que Marguerite sera d'accord. Oui, tu es devin. Non, je suis super alignée avec ce que tu dis, Charles. Pour moi, c'est vraiment très complémentaire. Ils interviennent sur ces trois profils qui interviennent de manière différente, mais qui peuvent vraiment travailler main dans la main. Et de toute manière, ce sont trois outils qui ont pour but final de créer, il faut pas l'oublier, des équipes complémentaires et à terme de développer le business. Donc, ils ont les mêmes objectifs. Ok, et ben merci beaucoup à vous deux. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Je pense que vos deux réponses ont fait office de conclusion. Je pense que ça a bien wrap up tout ce qu'on s'est dit, qu'en effet, chaque solution est très propre au contexte à la fois financier et de développement de l'entreprise. Merci à tous d'avoir participé. Je vous laisse mon mail dans le chat. Je vais l'écrire tout de suite si vous avez des questions. Si vous vous posez encore des questions sur comment est-ce que vous voulez être accompagné, on est tous les trois à votre disposition. On peut creuser le sujet. Il y a encore plein de choses à dire. On n'a pas tout dit, je pense. Mais en tout cas, c'est des sujets qui nous passionnent et sur lesquels on serait ravis de vous accompagner. Donc, je vous laisse mon mail dans le chat. Et puis, merci beaucoup à tous les deux pour vos précieux conseils et d'avoir participé à ce webinaire. Merci Aurélie, merci Marguerite et merci à tous. Merci Aurélie, merci tout le monde. Merci Charles. Salut, bon après-midi. Bye. Ciao.